Bien. Mes chers amis, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'être venus. Je vais commencer par une expression soufie, qui vient de la pensée soufie, qui dit que chaque souffle de l'être humain est compté. En fait, nous avons un nombre de souffles qui est prédéterminé, compté par Dieu, pour ceux qui sont croyants. Donc, c'est un nombre de souffles défini. On ne le sait pas, bien entendu. Donc, faire don de son temps à quelqu'un, faire don de ses souffles qui sont comptés à quelqu'un, c'est un des plus grands cadeaux qu'on puisse lui faire. Donc, je voudrais vous remercier de me faire don de votre temps aujourd'hui. J'espère être à la hauteur de votre présence ici ce soir. Je voudrais donc, je me présente, je m'appelle Walid Amri, je suis de père tunisien, de mère libanaise. J'ai en fait grandi un petit peu dans cette mixité culturelle. Je suis né en Tunisie, à Tunis. C'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps. C'est là où j'ai passé mon enfance, c'est là où j'ai étudié. C'est un petit peu mon pays foyer, je dirais. Le Liban a toujours été pour moi le pays qui m'a ouvert les yeux sur le monde. Donc c'est un petit peu ce foyer qui s'agrandit, qui devient une plateforme un petit peu beaucoup plus englobante qu'un foyer, ou un foyer global. Et donc le Liban, bien entendu, c'était le coup de foudre. Dès que j'ai vu ce pays, ce qui m'a impressionné, touché, c'est cette mixité, cette mosaïque de confessions. Bien entendu, des chrétiens avec des musulmans, mais dans chaque groupe, dans les chrétiens, dans les musulmans, tellement de confessions multiples et différentes, et tout ce beau monde vit dans un même pays. À l'heure actuelle, ça peut sembler incongru, ça semble, bien entendu, avec beaucoup de difficultés, on le sait, mais toujours est-il qu'ils y sont encore, et ils vivent encore ensemble, avec plus ou moins d'osmose. Donc j'étais un petit peu baigné de ça a baigné un petit peu toute mon enfance, ces passages brefs au Liban, entre le Liban et la Tunisie, bercé par la Méditerranée. Donc j'ai eu une grande chance de vivre comme ça dans cette espèce de lumière, cette espèce de soleil, de sel aussi, le sel brûle, la lumière brûle aussi, cette espèce de fraîcheur aussi, de brise. Donc j'étais un petit peu dans un monde en proie au chaud et au froid, au blanc, au noir, au sombre et à la lumière. Donc, c'est ainsi qu'est venue en fait la poésie. Donc, je pense que on ne choisit pas réellement d'écrire. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui vient à nous comme ça, comme quand on est. On n'a pas forcément... on ouvre les yeux parce qu'on les ouvre. Il n'y a pas une logique, un processus logique. On est là à ce monde, on existe parce qu'on existe. Et donc l'écriture, c'est comme ça aussi. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on respire, c'est quelque chose qui nous tient à la gorge, c'est quelque chose qui nous happe. Et puis les mots se déversent sur nous, on ne sait plus quoi en faire. Et les émotions se déversent sur nous, et donc on les met sur papier. Bien entendu aussi, il y a un côté purgatif, il y a un côté pour soigner un mal personnel, un mal communautaire, un mal par rapport à un certain phénomène dans le monde, mais on écrit par rapport à une chose, une parole qu'on voudrait sortir, qu'on voudrait donner, qu'on voudrait expulser, qu'on voudrait pousser dans le cosmos et la voir se développer. C'est un petit peu ça le fond, la vraie raison de l'écriture poétique et le verbe. Le verbe et la force, le pouvoir un petit peu du verbe. Donc aujourd'hui je vous présente mon dernier recueil, le 5e, qui est intitulé Sud-Exudan. J'ai voulu aussi vous présenter les autres très rapidement. Je pense que c'est Houellebecq qui a dit ça. Houellebecq a dit pour réellement bien lire un livre, il faut lire le livre juste avant.
Ok, c'est bien. Donc, en fait, pour lire celui d'avant, il faut lire celui d'avant. Finalement, il veut vendre ses livres. Je me suis dit, tiens, je vais prendre cette... donc, je vais m'en servir. Non, en fait, juste pour vous donner un petit peu une idée du cheminement. En fait, comment est-ce que cette aventure poétique a commencé et puis comment est-ce qu'elle a évolué. En fait, le plus important, c'est ça. C'est comme un enfant qui grandit. Donc, c'est un souffle au départ qui est comme, il est un petit peu comme ça, frêle, fragile. Et puis il devient rauque, grave. Et puis il y a des cycles comme ça. Puis parfois il hurle, parfois il chuchote. Et quand il arrive à réellement avoir une mesure équilibrée, en adéquation avec le monde, c'est là où on peut parler d'une certaine maturation. Je n'y suis pas, certainement, je me cherche encore, certainement après avoir aussi écrit 5 livres, on fait encore ses débuts dans la poésie, je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai fait un petit chemin, j'aimerais bien vous en parler. En fait, Poème en liberté, c'est le premier recueil, c'est mon cri de naissance à la poésie. Et donc c'est par ce cri que je me suis affirmé en tant que personne et que j'ai voulu affirmer cet être au monde et que j'ai voulu un petit peu partager cette arrivée au monde. Bon, j'ai fait ce cri de naissance à 20 ans, mais j'ai un petit peu, j'ai très tôt été happé par ça. Donc il tourne autour de la liberté, un concept fondamental auquel tout un chacun aspire. Et c'est la première valeur fondamentale. Et je pense que j'ai voulu réellement mettre l'accent sur, écrire des poèmes qui sont eux-mêmes en liberté. Avant de me voir en liberté, j'aimerais bien voir la poésie en liberté. Laisser la poésie s'exprimer librement. C'est un recueil de poésie très simple, sobre, candide. Une poésie non pas enfantine, mais une poésie enfant. C'est comme une naissance de poésie. Et j'aimerais vous lire un extrait, un court extrait, rapidement, qui un petit peu évoque un petit peu cette région. Et c'est bizarre parce que, je l'ai écrit bien avant ma venue à Dubaï. Et voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a 20 ans, on a réellement pensé qu'un jour on serait baigné, on serait dans le désert avec des étoiles au-dessus de la tête. Et je ne sais pas, je pense que c'est peut-être lié à ces cycles universels dont on n'a pas connaissance et qui nous dirigent, somme toute. Il est intitulé « Songe au pays du désert d'étoiles ». C'est un désert nu, sa peau est ensoleillée. Regarde-le se draper d'éternité. Quand coule l'encre mouillée, une pomme au milieu du désert. Il se souvient, palmier, du grain de sable qui l'enfanta. Que fait cette pomme au milieu du désert? Désert, air, seul parmi ta multitude. Où est ton cœur? L'as-tu prêté à cet ange acrobate, ton ami l'oiseau? Ou l'as-tu offert à d'anciennes oasis, curieuse pomme rouge? Désert, chacun de tes grains abrite une goutte d'eau. Mais tu as tellement pleuré que tes yeux ne peuvent plus que sourire. La nuit, désert d'étoiles. Alors, ensuite, il y a un dialogue entre le palmier et moi. Le palmier. Ramasse cette pomme, petit garçon. Moi. Je ne puis ramasser mon propre amour. Le palmier. Cette pomme n'a jamais aimé. Elle est vierge de tout tourment. Elle vient juste d'exister. Moi. Pomme nomade du temps. Le palmier. Envie de croquer le vent? Moi. Palmier. Qui l'a déposé ici? L'as-tu engendré? Le palmier. Je suis le palmier de tes rêves. Et mes fruits sont en liberté. Donc voilà, en fait, le dernier mot, liberté, c'est un petit peu cette force qu'ont eu ces mots pour moi quand je les ai écrits, d'aspirer à la vie, de vivre la vie,
de vivre la vie pleinement par la poésie. Et je pense que pour moi c'est ça, c'est la poésie et finalement cet air en fait sans lequel je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas vivre. Ce cri personnel, petit à petit, s'est développé et est devenu un cri qui s'est propagé dans le temps. Et ce cri a mûri. Parole silex, c'est là où ce cri s'est arrêté. Et c'est là où ce cri est devenu un cri multiple. C'est en fait, bon, c'est un recueil qui parle de la révolution tunisienne. Donc bien entendu, comme son nom l'indique, parole silex, c'est la parole qui prend feu, c'est la parole qui étincelle, qui se réveille. Et donc, il est en fait très empreint. Donc, bon, c'est un recueil que j'ai écrit après la révolution tunisienne. J'avais une idée d'écrire un recueil sur le sud, sur la Tunisie, sur les pays comme ça, qui se meurent lentement, dans lesquels il n'y a pas vraiment de perspective pour les jeunes, beaucoup de chômage, pas de liberté d'expression, somme toute un certain confort économique, mais voilà, j'ai voulu écrire sur le sud en général, et ce sud qui va en perdition, qui se meurt. Et essentiellement venant de la Tunisie, j'ai voulu écrire sur la Tunisie, mon pays, et surtout cette idée de Tunisie morne et famélique qui est un petit peu dans un coma prolongé. Et c'est là un petit peu le parallèle avec Poème en liberté, qui est une poésie un peu sobre, légère, on parle des éléments, on parle des étoiles, du soleil, et là, on parle politique. Et là, donc, ça devient une poésie engagée, une poésie qui se bat, une poésie qui interpelle, une poésie qui a une rage de lutter. Et une poésie aussi, bien entendu, qui reste aussi personnelle, profonde, intérieure. Mais une poésie militante. Et donc voilà un petit peu le cheminement de mon écriture. Une écriture qui s'est, je dirais, avec le temps, elle a mûri. Et puis, bon, je pourrais vous parler de Sud-Alterne, qui un petit peu parle du choc de ces civilisations. Alors il y a Sud-Alterne, et il y a, en fait c'est un jeu de mots avec subalterne, et j'ai remplacé subalterne avec Sud-Alterne. En fait c'est un petit peu la civilisation occidentale qui prend celle orientale pour son subalterne, donc c'est le nord qui prend le sud pour son subalterne. J'étais à cette époque assez, bon, j'avais des idées arrêtées, hein, et j'étais très choc. J'étais très le nord asservit le sud, la colonisation, tout ce qui est individualisme du nord, la société matérielle, la société de consommation, et le sud qui est là et qui est la pauvre victime, que le sud un petit peu se lève et que le sud affronte le nord. Donc il est assez âpre. Et je pense que un petit peu cette idée c'est avec le temps mûri, et avec Sud-Exudan, j'en arrive avec un sud qui est zen, qui est calme, qui est soufi, qui médite. Un sud qui ne se comprend pas, qui ne comprend pas sa propre religion. Un sud qui est en conflit. On le voit aujourd'hui, on voit l'actualité. On voit qu'il y a un groupe dans le sud de fanatiques, de fous, qui n'a rien à voir avec ce qu'est réellement le sud. Et il accapare ce sud, il l'étrangle. Donc le sud lui-même ne se connaît pas, se réveille un petit peu. Et puis il y a aussi cette idée de lutte, il y a aussi le nord qui est là, c'est vrai qu'il est toujours un peu avec ce rouleau compresseur de consommation de médias, de sociétés informationnelles. Donc je vais vous lire rapidement un extrait de Sud-Alterne où il est question d'alibi. Alors, et donc, voilà, c'est un petit peu, en fait, l'idée de ce poème que je vais vous lire. En fait, je vais vous lire d'abord, et puis je vous en parle après. Donc, prénom Ali, nom Bi. Alibi. Il y a du sang dans mon écran, plasma. Les globules timides et ceux innocents y logent déjà. Il y a du crime là-dessous. Des cadavres de lumière,
de la lumière qui ne brille pas, des photons borgnes qui se cognent contre l'écran, leurs cannes bruyantes, comme des mouches oisives. C'est l'expression favorite des oiseaux. Il est 0h42. Plus maintenant, le monde a changé. Mes cheveux dansent sur ma tête. Ils ont fait un feu de camp. Mes sourcils jouent à la balançoire. Sourd. Il y a du crime là-dessous. La terre a reçu un coup de poignard dans le dos. Elle s'écroule ou s'écroute. Elle perd ses mers. Elle se brise le continent nord-américain, maintenant le plus inutile. Ces nuages sont grands ouverts. Il y a un courant d'air dans l'espace. Les planètes claquent. Les étoiles volent en éclats. Même la lune n'a rien vu. Elle était dans la nuit. Les mers deviennent une vaste mare épaisse. Et de loin, la pipe policière pointe. Le meurtrier est un arabe. Il prétend s'appeler Ali. Donc, voilà, un peu cette idée de jeu de mots aussi. J'aime pas le mot, enfin, j'aime pas le jeu, c'est pas un jeu. Ce sont des mots sérieux, ce sont des choses sérieuses. Et donc, cette idée, voilà, il y a des gens qui ont en fait la tête de l'emploi, ils sont accusés directement, et voilà, ça participe un peu de cette dichotomie entre deux sphères, deux mondes, deux civilisations. Dans Sud-Alterne, il y avait cet espoir que j'avais d'alternance entre le Nord et le Sud. Et c'est pour ça qu'il y a alterne, il y a Sud-Alterne. Et on le sait, historiquement en parlant, en fait, le Sud, avant, avait un petit peu le dessus sur le Nord. Et je parle un petit peu du Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, les civilisations arabo-musulmanes étaient plus prospères que celles occidentales. Et il y a eu donc cette idée de cycle. Donc ce que je me suis dit, c'est éventuellement, ça va être un jour peut-être s'inverser. C'est ainsi. Et le Sud, peut-être un jour, arrivera à, non pas assurer sa suprématie, mais à peut-être se réveiller, à être là, à dire, voilà, j'existe. Et c'est cet espoir un petit peu, mais bien entendu, maintenant, cette idée un petit peu s'est estompée. J'ai toujours espoir en cette alternance, mais je parlerai plutôt pas d'alternance, mais de dialogue, de flux, de vagues, d'espèces d'ondes comme ça qui circulent entre le Nord et le Sud et qui en fait montrent que c'est un tout, hein, une seule et même entité qui n'est pas question de les séparer. Regardez-moi ce soir, je suis tunisien, enfin mon père est tunisien, ma mère est libanaise, j'écris sur la révolution tunisienne et je parle en français. Et ce n'est pas peut-être de cet exemple qu'est née cette poésie, qui parle de ce dialogue entre ces sphères, et en pleine crise maintenant des immigrants que tout le monde rejette les Syriens, voilà, on n'en veut pas, mais c'est peut-être un cadeau, il faut peut-être les accueillir, il faut peut-être aussi qu'ils se mélangent aux sociétés, ils donneront peut-être quelque chose de formidable. Donc c'est ça, un petit peu ce cheminement. Rapidement, je vous parle de Sol. Alors Sol, je dirais c'est un recueil environnemental. Je fais un peu un retour, et c'est encore le site. Je fais un retour aux éléments, donc à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est éléments qui nous entourent et que l'homme ne respecte pas, qu'il soit du nord ou du sud, clairement. Une des causes qui me tient très à cœur, c'est la pollution. C'est le fait que nous soyons une des seules espèces dans l'univers à assurer son autodestruction, sciemment, parce qu'on n'est pas, on le sait très bien, qu'on court à notre perte et on y fait rien. Le recueil est découpé en 5 sections. 4 sont les 4 éléments, donc la terre, la mer, le feu et l'air. Okay, voilà les 4 éléments. Et j'en ai rajouté un autre qui est le cœur. Et c'est l'élément qui un petit peu va rallier, va souder entre ces 4 éléments que nous avons morcelés. Et donc, en fait, chaque partie, donc il y a une partie qui s'appelle soleil, c'est le feu, il y a une partie qui s'appelle sol, c'est la terre, il y a une partie qui s'appelle mer, c'est l'eau, et il y a une partie qui s'appelle ciel, c'est l'air. Et la dernière partie, c'est le cœur. Le recueil est intitulé Sol. Pourquoi?
parce que je pense que c'est en fait l'élément qui nous rapproche le plus même que la lumière. Le sol est l'élément qui nous porte sur son épaule, c'est l'élément asile. C'est un petit peu l'élément c'est de là où on jaillit, et c'est là où on ira. Et donc j'ai pensé que, et c'est étrange qu'on se batte pour arracher le sol. Donc on le voit aujourd'hui. Il y a des guerres partout dans le monde. Pourquoi? Pour le sol. Pour planter un drapeau et dire c'est mon sol. Je vais vous lire un court extrait de Sol. Alors, il est intitulé. Alors, il fait partie de la section mer. Il parle du nautile. Alors, le nautile, c'est un mollusque. Un mollusque très, 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 très petit. Tellement petit qu'on ignore son existence. Il est très, très loin dans la chaîne alimentaire. Mais il a un rôle. Sous son toit courbé, le nautile cherche la nervure de l'eau. Ses grands yeux d'exilé, privés de tours métallisés, parlent le verbe nébuleux. Mollusque de la contemplation, il marche en dépit de son abîme. Unijambiste. Il n'entend rien, il n'a pas besoin d'entendre. Sa grâce est dans l'amnistie. Expédition pacifique qui explore le plaisir et son homologue de lenteur. Sous son toit courbé, le nautile, naufragé volontaire, quête la lumière et sa locomotion. Sa nageoire est inutile, il n'est pas poisson. Il est l'autre état du poisson. Mollusque de la traversée, libre de port et de halte, il ne porte que sa coque de plume. Et jusqu'au cœur de la soudure de l'eau, il s'interroge dans sa toiture improvisée en arrêt. Le nautile, sa nageoire inutile, pris dans sa propre spirale, tombe sans regret. Son destin est autre, il le sait, mais il s'obstine à fouiller l'épaisseur de la mer. Il porte sur son dos la somme de ses retrouvailles. Mollusque à l'heure rigide des hommes, il accepte son rang. C'est un lieutenant sans lieu. Un fragment de matière en apnée. Sa passion toute aérienne le tient reclus dans sa vastitude. Et c'est dans le ventre des vagues sombres, l'abîme de son être, qu'il entame sa plus nécessaire croisière. Il restera éveillé jusqu'à ce que qu'altère la nuit. Donc, voilà, l'idée un peu de cette espèce d'être insignifiant et qui pourtant, s'il disparaissait, menacerait l'équilibre de la planète. Et c'est ça, un petit peu, ce sont ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcément dans la nature. Je ne sais pas, trier ses ordures. On ne parle pas de ça dans la poésie. Et pourtant, on devrait, pourquoi pas. Un certain nombre de mes amis et de ma famille le font. J'aimerais un jour aussi, moi aussi, j'aimerais pouvoir aussi le faire. C'est dur, mais j'essaie. Mais en tout cas, écrire de la poésie sur ça, je pense que c'est quelque chose de puissant qui nous rapproche encore plus de la terre, du sol auquel nous appartenons. J'ai parlé de Parole Silex. Je vais juste lire un court extrait qui s'intitule Courage. Courage. Et c'est l'idée de la révolution tunisienne. Cette idée que on n'y a pas cru, on n'y a jamais cru, on n'y croyait jamais à cette révolution. Personne. Même dans nos rêves les plus fous, on aurait pu croire que quelque chose de similaire puisse se passer. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit ce livre, pour qu'on ne soit pas amnésique. Parce que oui, c'est clair que c'est difficile. Il faut voir aussi les autres pays. On a parlé de printemps arabe, est-ce que c'est un terme approprié? Il y a beaucoup de pour et de contre. On a parlé d'une vague, d'un tsunami, les gens ont eu de l'espoir, ça y est, c'est la liberté pour tout le monde. On voit la Libye aujourd'hui, on voit la Syrie aujourd'hui, on voit l'Égypte aujourd'hui, on voit un petit peu tous ces carnages, et c'est un échec total. Mais la Tunisie, petite, infime lueur d'espoir que j'aimerais voir. Et donc le fait est que, comment en est-on arrivé là? Uniquement grâce à la volonté humaine, uniquement grâce au courage et à l'espérance. Et donc c'est pour ça que je me dis, le jour où l'homme perdra l'espoir, quel qu'il soit,
l'espoir de sauter 3 mètres de haut, l'espoir de courir. Le jour où il perdra ça, il aura perdu la poésie, l'art, l'histoire, la géographie, tout son être. Il aura perdu son âme. Il aura perdu son être. La rage bondit au cou, mais ne coule pas, s'y calfeutre. Il danse comme une fureur, pyrolise la parole de ses verbes invisibles, la chair carburante. Le corps mot, la marche verbe, le poing crie. Déraille le pouls de son mouvement et étincelle la rage. Alors systole la rue de ses fous le courage et diastole la bile d'une seule avancée. C'est cette anagogie mystique qui porte les peuples mystérieuses, l'absurde témérité que moi, primitif, ne parvient à contenir, l'audace de tout risquer, de tout autodafé, du haut de mon cou gyrophare, pleutre des bruits trop hardis, fuyard de la nuit arquée, à peine de moi pénétré, aveugle jusque de calme, batté de bras. Donc c'est un poème enfin je parle de moi et un peu de peut-être mon absence de courage. Je me dis, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que j'aurais moi-même mis ma vie en danger pour cette cause? Et je pense que c'est ça, la vraie, je pense, notre utilité ici. La réponse est oui. Et pourquoi est-ce que des gens sont morts pour cette cause? Parce qu'ils s'y croient, dur comme fer. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a la liberté d'expression. Donc c'est un livre qui leur rend hommage, et c'est un livre qui nous fait réfléchir, et qui nous dit pourquoi est-ce que ces gens-là ont pris cette décision, ont fait ça à ce moment-là. Quel cri, quelle énergie les a portés? Cette énergie, quelle qu'elle soit, elle est noble. Et c'est celle-là même que je salue dans Parole. Enfin, Sud-Exudan, dont je vais vous lire deux extraits. Donc, comme vous voyez un petit peu le cheminement, je vous aurais parlé de Sud-Exudan tout seul, ça n'aurait pas... Je pense que c'est ça, c'est un petit peu, je dirais pas que c'est une apogée, mais c'est un recueil qui est venu à un moment où j'ai réalisé que les révolutions ne sont pas aussi révolutionnaires. J'ai réalisé que la lutte du Sud contre le Nord ne devrait pas être une lutte, c'est peut-être une étreinte, c'est peut-être une main tendue de l'un à l'autre, c'est peut-être une parole de l'un vers l'autre, une danse, pourquoi pas, c'est peut-être une danse entre le Nord et le Sud. Donc ce recueil est arrivé pour dire, alors encore une fois, les mots, Sud, exudant, exudant ça veut dire suant, ça veut dire un Sud qui se mue, qui bouge, qui bouillonne, et il faut le voir, le Sud, là, dans sa chair, dans sa chaleur, dans ses marmites, dans sa boue. Il faut le voir suer avec sa chair âpre, et la sueur qui dégouline, et cette espèce de labeur dans laquelle il est. Je pensais que j'avais fermé ce téléphone. Pourtant, je me suis dit que je devrais demander à l'audience de fermer leur téléphone. Donc voilà, il faut voir ce Sud s'éveiller, ouvrir les yeux. Et c'est ce que je voulais décrire. Je ne voulais pas, franchement, que ce soit un recueil grandiloquent sur... non, je voulais juste qu'on se tourne un petit peu vers le Sud, le vrai, pas le fanatique. Qu'on voit, par exemple, chez les musulmans, les soufis, ces espèces d'ascètes qui sont dans un amour radical. Ils donnent, alors tous ces soufis dont je vous ai parlé au début, qui sont comptés, ils les donnent à Dieu d'un seul coup. Mais ils les donnent à Dieu, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui les donne à une cause, à autre chose. Il faut juste les donner à l'entité, à la chose à laquelle on croit. Et donc c'est un petit peu cette idée qu'on ne doit pas séparer le Nord du Sud entre le Nord matérialiste, le Nord rationaliste, le Nord qui a perdu son contact avec la religion. On le voit,
un Nord on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui vont aux églises, on voit qu'il a peur, le Nord, de ces musulmans qui le colonisent de plus en plus. Donc un Nord en proie à ces choses, et puis un Sud dans le magique, dans l'immatériel, alors je rejette ça, dans son incompréhension de l'islam. Alors il y a des gens qui sont fous, et puis il y a des gens qui sont plus modérés, il y a des gens qui sont musulmans qui boivent, il y a des gens qui ne comprennent pas trop, le Sud, ils sont là dans leur... c'est pour dire un petit peu que il faut que en fait tout ce beau monde se retrouve et échange. Et c'est ça l'idée de cette diversité qui va faire naître la richesse, créer cette richesse. Matière Matmata. Matmata, c'est une ville en Tunisie, dans laquelle il y a des troglodytes. Donc les troglodytes, c'est une espèce de maisons construites dans la terre. Elles sont faites de terre séchée. C'est dans le sud tunisien qu'on les troglodytes. Je n'ai qu'assez dit mon faible pour les peuples d'en bas, rassemblés en troglodytes, réfugiés dans l'éclat de montagne. Ils n'occupent aucune terre, n'ont délogé aucun proté. Ils vivent dans la peau de falaise. Leur Palestine. Nulle porte devant leur visage. Ils dorment dans le calcaire. Dans leur grotte, poumon du roc. Donc, voilà un petit peu cette idée de qui sont ces habitants étranges qui habitent des rochers. Leurs poumons sont faits de calcaire, ils sont peut-être la terre, la vraie, ils sont peut-être la roche, ils sont peut-être pas le mutisme, mais la parole. Et donc, c'est cet élan. On parle du Sud. Donc, enfin, je ne sais pas, quand je pense à l'amour, c'est quelque chose qui vient d'en bas. Non, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose que L'amour. On ne dit pas l'amour. Hein? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être dans les têtes, mais pour moi, le Sud est synonyme d'élan vers l'autre. Et donc cette main tendue, c'est un petit peu ce recueil-là, de cette main tendue, de cette chose qui vient de notre estomac, qui vient de nos tripes, qui nous appelle et qui nous dit rassemblons-nous. Je voudrais vous lire un dernier extrait. Alors celui-là, il est assez difficile à lire, parce qu'il parle d'un événement assez douloureux en Tunisie. Donc ce qui s'est passé à Sousse le 26 juin 2015, quand une personne est venue avec une mitraillette et a commencé à tirer sur tout le monde. Dédié à la mémoire de ceux tombés à Sousse le 26 juin 2015. Meursault, à l'envers d'un demi-siècle, bien pire, bien pire. Mer, sol, soleil, absurde assaut, absous, non absous, fusiller la plage devant le mur du soleil liquéfié. L'histoire a trébuché sur l'histoire et ses morsures d'antipodes. D'une rafale qui dissèque le pouls des vagues. Une enclume membrée, béante une parcelle d'horizon, un trou dans la chair rugueuse du jour. On voit encore l'hémorragie d'une poignée d'anges. Il n'a pourtant suffi que d'un printemps pour changer ce bourgeon en crosse. Une saison roulée dans la poudre de la rancœur. Cœur rendu, battement débattu, un coup de pied au cœur, la minutie de minutes scalpées. Une saison où les factices de langue butinent l'ouïe, boivent l'esprit. Le délit flagrant du malentendu se tresse la détresse maille en maille, en un jour sans lune à venir. Lumière d'un masque de lumière, la dépouille plage, que les vagues
du bout des ongles n'atteignent plus. Car il a fallu se traîner et s'entraîner à cette vérité debout, ouvrir les valves de veine à la tromperie qui rampe, trompe l'œil, trompe l'âme, avale l'esprit. Que reste-t-il aux yeux que le silence d'un chaos? Et malgré nos dents crevées, nos yeux brisés, il nous faudra tendre les mains mutilées de nos cœurs, puiser sur la pellicule de l'espoir l'obstinée dilatation de paix. Et malgré nos cils strangulés, nos rotules pleureuses, il nous faudra baisser les fouets de nos salives, nous déshabiller de soufre, malgré l'hurlement exsangue du sable, le soleil tapi sous les parasols, malgré les soupirs feutrés, la parole calfeutrée, il nous faudra le fanin contre les fanatiques, donner notre part d'absolu à l'absurde et pardonner. Voilà, donc voilà, c'était donc le dernier extrait de Sud-Exudant. Je vous remercie de votre attention. Je pense que, bon, si vous voulez bien, je vais répondre à vos questions, si vous en avez, avec grand plaisir. C'est un peu... En fait, il est difficile pour un écrivain de promouvoir ses recueils parce qu'il y a une espèce de tiraillement, c'est difficile, il y a un côté marketing un peu difficile d'abord. Quand on écrit pour l'écriture, on n'écrit pas pour vendre ou gagner de l'argent. Et c'est pour ça que, bon, déjà, c'est une entreprise à perte. C'est pas des best-sellers. Mais je m'accroche. Je m'accroche à ces livres. Je pense que la poésie souffre beaucoup. Je pense que la poésie, aujourd'hui, ne se vend pas. On n'achète plus de livres. On lit plus de livres. On ne l'écoute plus. C'est peut-être là les rares moments. Il y a encore des événements qui sont organisés. Il y a des festivals, c'est bien. Mais on a perdu le toucher du livre, on a perdu cette idée de maintenant on a des e-books ou iMac ou autres objets électroniques. Donc la poésie c'est un petit peu, enfin je sais pas, je pense que c'est pour ça, un peu, je voudrais défendre ça aussi. Et donc c'est pour ça que je me force un peu à essayer d'organiser des événements, à rallier du monde, voilà. Mais voilà, je suis franchement, encore une fois, honoré de votre présence. J'aimerais adresser un grand merci à l'Alliance française qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de m'exprimer devant vous ce soir. Je veux aussi remercier les éditions L'Armatan. Ça fait 20 ans qu'ils me supportent, je dirais. Et voilà, donc merci à vous. Et puis si vous avez des questions, je suis tout. Et le Liban, tu avais envie de faire Oui, en fait, j'écris. Alors oui, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Bon, si je ne veux pas vous lasser, mais j'écris. Il y a beaucoup de poèmes sur le Liban dans le premier recueil. Il y a beaucoup de. J'ai par exemple un poème particulier. Il est intitulé Liban enfant. Et je parle un peu du Liban qui est un petit peu cette île qui flotte, qui est fraîche malgré les guerres qui l'ont ravagée. D'ailleurs, quand on va au Liban, c'est ce qu'on voit. On voit que les gens sont fêtards. Et c'est cet esprit, en fait, cet esprit de candeur, d'innocence, malgré tous les vices de la politique, la haine que les gens se vouent ou que les gens instrumentalisent. Ces gens-là sont toujours souriants, fêtards, ils vivent ensemble, ils se marient ensemble, je veux dire, étant très différents. Et puis il y a ce problème, par exemple, de mariage mixte n'est pas très fréquent là-bas. Il est beaucoup plus présent dans d'autres pays, mais au Liban, on voit souvent des mariages. D'ailleurs, je viens d'un mariage de musulmans chrétiens, et donc voilà. Donc je pense que c'est extraordinaire pour ouvrir les horizons. Donc non, j'en parle. C'est vrai que oui, bien sûr, j'ai vécu plus en Tunisie, en fait,
et donc je me suis plus imprégné de la Tunisie. Mais réellement, c'était ça, chaque fois que je relevais la tête, c'était le Liban en fait. La tête dans le Liban, les pieds, les racines de la Tunisie, les étoiles du Liban. C'est un peu cette image. Voilà. Dans ton dernier livre, tu parles du Sud comme étant un Sud-Occident. Si tu vas dire un mot pour le Nord, quel mot choisirais-tu? Bonne question. Qu'est-ce que je dirais pour le Nord? Je dirais Nord accueillant. Malgré. C'est l'espoir que le Nord devienne accueillant. Donc et voilà, donc c'est un peu cette idée de, peut-être que j'ai un peu évoqué dans le dernier poème que j'ai lu, de pardon et de paix. Dans ces moments-là, il faut imaginer ces moments de terreur atroce et pouvoir penser à la paix et au pardon. Je veux dire, c'est fou. Et c'est pour ça que je parle de ces soufis, je parle de ce souffle du Sud, en fait, de cet immatériel qui baigne dans le Sud. En fait, un peu on a ça dans nos gènes. Cette idée de gratuité, cette idée de solidarité, cette idée de l'autre, c'est la continuité de soi. Dans le Sud, on est beaucoup plus comme ça. Maintenant, c'est pas pour critiquer le Nord aussi. Parfois, il faut bien aussi mettre des barrières, avoir aussi ses propres objectifs, ne pas être toujours dans une espèce de brouhaha de solidarité. Et c'est ce qui fait que le Nord s'est certainement développé beaucoup plus vite, de manière matérielle, mais est-ce qu'il peut y arriver seul? Non. Est-ce que le Sud peut y arriver seul? Non. Donc c'est ça un peu cette idée. Et donc j'aimerais que ce soit un Sud excluant et un Nord accueillant. Et qu'il y ait ce brassage, en fait, qui fusionne tous les deux, comme la Terre est ronde et qu'elle n'est pas divisée en Nord et Sud. Ok. Non, quand même. Je pense que Dubaï c'est le Sud. Maintenant, c'est vrai que Dubaï est une exception du Sud, parce qu'elle a des reflets d'une ville du Nord. Maintenant, elle est peuplée d'habitants du Sud. Il y a aussi des expatriés du Nord. Non, je pense que Dubaï, c'est un très bon exemple d'un Sud multiple. Il faut pas, et d'ailleurs, c'est ce que je critique dans mes livres, il ne faut pas compartimenter. Et d'ailleurs, c'est ça. Je parle du Nord et du Sud, mais je ne voudrais pas qu'on parle du Nord et du Sud, en fait, c'est ça. Donc, je ne voudrais pas percevoir, je voudrais percevoir Dubaï comme une ville internationale, comme une ville, justement, exemple de ce rapprochement, parce qu'on le voit, c'est une ville qui est, disons, orientée vers les valeurs du Nord. Il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de... donc il y a ça, c'est une ville où on vit confortablement, mais c'est une ville assez aussi carrée, et c'est une ville en même temps qui, à mon sens, qui reste quand même une ville du Sud, parce qu'il y a quand même d'autres qualités qui sont là, qui sont celles du Sud. Donc, c'est un mélange. Mais je trouve que voilà, le Liban, un bon exemple, Dubaï, un autre exemple. Il y a des exemples comme ça qui émergent et qu'on devrait intégrer dans notre pensée, dans notre réflexion. Peut-être beaucoup de pays arabes devraient se dire, tiens, quelles sont les choses que je pourrais apprendre de Dubaï? Et effectivement, ici, la vision de Dubaï, c'est quelque chose d'incroyable. Qui peut faire ça aujourd'hui? Donc prendre les meilleures choses, en fait. Je pense que tout n'est pas à prendre, certainement, mais des éléments comme ça. Mais oui, clairement, Dubaï est à la frontière. C'est intéressant, en fait, de penser en ces termes. Mais voilà, aussi, par rapport à moi, j'ai un peu... Voilà, je suis né en Tunisie, je suis attaché au Liban. Vivre à Dubaï, c'est peut-être quelque part, pour moi, essayer d'être en même temps proche des deux. Et essayer peut-être de couper la poire en deux et de dire, voilà, je suis proche des deux, je peux voyager, voir les deux, voir mes familles. Et réellement, j'ai ce lien viscéral avec ces terres, et je me sens réellement chez moi dans ces deux mondes. Et aujourd'hui, à Dubaï, ça fait 11 ans que je suis là. Je me sens, vous êtes en retard. Donc je me sens, mais voilà, je n'ai pas parlé de ça, c'est mon job, je suis banquier.
Et c'est ça en fait, parce que bon, je pense que c'est pas contradictoire d'être banquier et poète. On peut très bien. Enfin, c'est vrai que c'est un peu, c'est déjà assez rare, c'est pas commun, mais je sais pas, on peut être. Parce que je sais pas, les gens quand je leur dis je suis banquier poète, ils me regardent. Soit c'est un très mauvais banquier, soit c'est un très mauvais poète. Je suis peut-être mauvais dans les deux finalement, je sais pas. Mais je me dis, non, ce sont deux mondes. En fait, je me nourris de chacun. J'essaie un petit peu je puise dans chacun. Et bon, la banque n'est pas non plus. C'est vrai que c'est un monde très matériel, sclérosé. Mais justement, c'est parce que je suis imprégné de ce monde. Je comprends ses tenants, ses aboutissants, ses faiblesses. Oui, c'est vrai que c'est un monde âpre, c'est un monde difficile, où il n'est question que d'intérêt, mais il y a autre chose. Alors c'est vrai que c'est un monde dans lequel justement quand quelqu'un, grâce à mon écriture de la poésie, je vois autre chose dans ce monde. Je ne vois pas que des requins qui essaient de se... Non, c'est un monde plaisant, c'est un monde où les gens échangent, c'est un monde où il y a un certain dialogue, où on essaye d'instaurer une certaine éthique, pas facile tous les jours, mais donc il y a ça. Donc c'est un petit peu, je pense que c'est ça, et c'est cette idée en fait, là je pense le message central que je veux véhiculer. Je suis banquier poète, de mère chrétienne, de père musulman, étant tunisien parlant français. C'est ça en fait, nord-sud. Donc est-ce que je suis français, est-ce que je suis tunisien? Non, j'ai une partie des deux. Est-ce que je suis du nord ou du sud? Non, je suis peut-être une partie des deux. Est-ce que je suis chrétien ou je suis musulman? J'ai peut-être une partie des deux. Donc c'est ça l'idée. Et je pense que le genre humain fera beaucoup d'efforts à partir du moment où il aura compris ça. On oublie cette logique de dichotomie, de bipolarisation, de choc, de peur de l'autre, et essayer d'être dans un état d'acceptation, de dialogue, dans un état d'enrichissement mutuel. D'autres questions? Oui, pardon. Non, non. Je pense que c'est une réalité ou c'est un espoir d'une réalité qui devrait peut-être arriver dans le... Alors non, je pense que c'est une réalité qui a commencé. Je pense que c'est un sud qu'on voit en éveil. Rien que la révolution tunisienne, c'est un embryon d'évolution, je dirais, de révolution. Donc c'est un peu d'espoir. Donc le côté religieux aussi, le fait que maintenant aux États-Unis, énormément de conférences ont lieu sur les soufis, sur Rumi. Rumi est idolâtré aux États-Unis par des gens, par des chrétiens, des juifs, des gens qui viennent parce qu'ils ont justement cette idée de la religion qui est une idée d'amour fou, d'amour de fusion dans Dieu. Les soufis disent qu'ils veulent. Alors ça c'est une grande soufie qui s'appelle Rab al-Adawiya. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, alors elle se promenait dans une ville avec un seau d'eau et avec un seau de charbon. Et donc elle tournait comme une folle. Et les gens lui disaient, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle leur disait, non. Et elle tournait, elle passait des heures à tourner. À un moment on l'a arrêté, on a dit, écoute, c'est quoi? Alors elle leur a dit, le seau d'eau c'est pour éteindre l'enfer. Elle déteste l'enfer. Et le seau de charbon, c'est pour brûler le paradis. Donc c'est des gens, ils sont hors cette idée de paradis, enfer. Ils ne sont pas dans le sens, ils ne sont pas dans le monde de ok, je vais faire de bonnes actions pour mériter le paradis. Parce que si j'en fais de mauvaises, je serai puni dans l'enfer. Non, au contraire, ils veulent détruire ces idées. Parce que pour eux, le paradis est là. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire là, maintenant, aujourd'hui, de suite, alors on ne mérite rien. On doit transformer ce monde en paradis. C'est ça l'objectif. Ce serait trop facile de faire la prière tous les jours, d'essayer de faire le bien, ok, par-ci, par-là, ok, jeûne pendant le Ramadan, tu vas à la messe le dimanche, et après c'est paradis. Et c'est pas ce que veut Dieu. Donc le message, peut-être, oui, enfin, c'est mon avis, à mon avis. Et plutôt aussi, c'est l'avis de ces gens-là. Ils pensent que en fait, nous avons un rôle ici, et que le paradis est en fait ici-bas.
Et donc, en fait, si on doit contribuer, si on doit faire quelque chose, on doit la faire maintenant, ici. Et on ne doit pas attendre, on ne doit pas espérer, rêver un jour, être dans un jardin d'Éden avec, je ne dirais pas combien, 77 apparemment. Ça en fait beaucoup. Pour des gens qui disent qu'on ne devrait pas en avoir ici. Alors, il faudrait savoir, ici c'est pas permis, en haut aussi. C'est ridicule, en tout cas c'est bancal. Cette idée d'amour radical, de fusion dans Dieu, de gratuité, de solidarité, est une idée absolument, je veux dire, qui séduit beaucoup, qui séduit le Nord par rapport au Sud. On voit beaucoup qu'il y a beaucoup d'interrogations du Nord par rapport à, ok, ils ont atteint ce degré en fait d'avancement, de développement, etc. Et après, il y a toujours cette crise identitaire. Mais je ne dis pas que le Sud, nous on a un problème encore plus grand. Parce que dans le Sud, il y a des gens qui sont absolument, qui instrumentalisent, qui rendent la religion politique, alors qu'elle n'a rien à voir avec la politique. Et donc, voilà, donc je pense que oui, c'est un Sud exudant. C'est pas un espoir, il est là. Donc, il y a cet élan cet élan a commencé, c'est amorcé. Il va durer des décennies, des siècles, peut-être, des révolutions. Quand on voit, quand on voit dans l'histoire, ils ont pris des siècles. Donc, il y aura une certaine maturation. Mais déjà, il s'est amorcé. Et je pense que c'est un peu l'idée que en fait, humblement, ce que moi je comprends de la poésie, la poésie, si vous voulez, à mon sens, n'a pas vocation d'analyser, n'a pas vocation de... En fait, l'analyse se fait en intériorisant cette poésie, en lisant cette poésie, en s'imprégnant de en vivant cette poésie. Donc il faut la vivre. C'est vrai que bon, aussi, en fait, le lieu ne se prête pas à une explication des textes, mais j'aurais pu très bien, je veux dire, donc l'idée principale de cette signature, c'est essayer de présenter le thème du livre, de quoi il parle, essayer de vous dire pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, essayer de partager avec vous quelques-unes des idées maîtresses, des valeurs que je pense qui sont véhiculées par ces livres, et puis lire quelques extraits. Maintenant, si vous voulez, on peut très bien se voir en tête-à-tête et des analyses plus en profondeur. Mais non, je pense que c'est un avis, comme je vous l'ai dit, je respecte votre avis. Si vous voulez, on peut en parler plus longuement. Je suis disposé à... On a besoin d'avancer. On analyse bien le truc. C'est même une partie de notre culture. On analyse bien, on discute bien. Si on ne comprend pas, c'est le problème de l'autre. C'est pas tout à fait mieux. Ah non. Non, je vous l'ai dit, je suis disposé à avoir des entretiens avec vous pour analyser mon poème. Tout à fait disposé. Ça sera avec plaisir. D'autres questions? Très bien, écoutez, je vous remercie énormément. Et voilà, donc à très bientôt. De peur rentrer cristallisée par la suprématie tant technique, technologique que technocratique. Ce n'est pas séparé. Mais c'est un petit peu aussi comme un hors d'œuvre, comme quand on mange. Hein? Tu sais que dans l'étymologie arabe, le mot Merci. Bon, je l'ai vu. Oui, bah tu l'avais vu. Si. Oh, il n'y en a plus? Je crois qu'il n'y en a plus. Poème en liberté, oui. C'est libre de personne. Vous connaissez? Hein? Je te suffis. Ah, Ernest Smith. c'est mes parents qui l'ont écrit.